Mercredi 20 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, l'émission Mercredi Politique sur E-Télé. Tous les mercredis soirs, avec nos invités, nous allons parler de l'actualité qui est très riche ce mois de novembre. Vous le savez, le jeudi 14 novembre dernier, le Bénin a fait parler de lui. L'Assemblée nationale, 8e mandature, a donc voté un code électoral en remplacement de celui adopté en septembre 2018. Ce nouveau code est la suite donc des recommandations du dialogue politique organisé les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Cette nouvelle monture du code électoral a été validée par la Cour constitutionnelle, donc déclarée conforme. Le vendredi 15 novembre, le chef de l'État, Patrice Talon, son Excellence Patrice Talon, l'a promulgué. Désormais donc, le jeu électoral est clair et à zéro pour tout le monde. Entre autres dispositions prévues dans ce nouveau code électoral, il y a bien sûr le parrainage. Le parrainage, enjeux et défis, c'est donc le thème de l'émission Mercredi Politique de ce soir. Cette émission pour laquelle nous avons invité quelques membres éminents de partis qui vont décrypter l'actualité, apprécier et donc ce parrainage aux élections électorales avec les enjeux politiques, les enjeux et défis avec nous. J'ai donc tout de suite à ma gauche Monsieur Innocent Sewanoudé. Il est membre de l'Union progressiste. Bonsoir Monsieur Innocent Sewanoudé. Bonsoir Théodule. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de E-Télé. Merci de répondre à notre invitation. Mercredi Politique a le plaisir de vous recevoir sur son plateau. Et avec vous, nous allons parler donc du parrainage aux élections, enjeux et défis. Enjeux et défis, très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai aussi comme invité Monsieur Eugène Dosoumou, membre fondateur du Bloc républicain. Il est d'ailleurs actuellement le secrétaire administratif permanent. Un poste assez lourd, pas donné à n'importe qui. Monsieur Eugène Dosoumou, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Merci d'être là sur Mercredi Politique. Bonsoir, chers amis. Je voudrais profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent sur e-télé et tous les Béninois en général. Merci. Merci. Donc, nous aurons d'ici là un troisième invité qui va certainement nous rejoindre, Antoine Adoukonou. C'est un observateur de la vie politique, un analyste. Il viendra ici apprécier donc tout ceci avec nous. Mais avant, ma première question, c'est d'abord avec vous, Monsieur Eugène Dosoumou. Vous êtes membre fondateur du Bloc républicain, actuellement, le SAP de ce parti. Comment est-ce que vous voyez tout de suite l'actualité politique aujourd'hui à travers tout ce qui a été fait jusque-là avant qu'on ne rentre dans les détails? L'actualité, merci. L'actualité politique est giboyeuse en événements. Récemment, il y a eu le dialogue politique, comme vous l'avez rappelé. Et puis après le dialogue politique, les députés à l'Assemblée nationale se sont mis tout de suite à la tâche pour traduire, disons, en actes concrets, les recommandations du dialogue politique. Et puis, le chef de l'État également s'y est mis. Bref, toutes les institutions de la République qui sont concernées, je n'oublierai pas la Cour constitutionnelle, évidemment, et le président de la République qui a tout fait de promulguer ces lois-là dans la mesure où la Cour constitutionnelle a dit que ces lois-là sont conformes à la Constitution. Voilà ce que je peux dire concernant votre question. Très bien. Et là, l'autre actualité, et ça vous concerne tout de suite, c'est vrai que ce n'est pas le thème du jour, mais c'est l'actualité ce mercredi 20 novembre, puisque vous êtes concerné, vous étiez son collaborateur direct, le président, l'ex-président Boni Yayi est rentré donc au Bénin, c'est juste une brèche que nous ouvrons. Il est rentré au pays cet après-midi, accompagné d'une délégation de la CEDEAO. Vous étiez l'un de ses plus proches collaborateurs, M. Eugène Dosoumou. Votre appréciation, quelle appréciation faites-vous de cette descente du président de la République, de l'ex-président de la République, Boni Yayi? Je trouve que c'est une excellente chose. Vous m'apprenez également une excellente nouvelle par rapport à la rentrée du président Boni Yayi.
Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a dit au cours d'une interview, d'un entretien qu'il a accordé à vos collègues de France 24 et de RFI, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dès lors que la loi d'amnistie a été votée, que ce soit le président Yahya Boni et lui, d'ailleurs en principal, que les autres personnes qui ont été impliquées dans les violences malheureuses qui ont émaillé, disons, l'avant, pendant et puis l'après-élection législative. Ce ne sont pas des choses que nous sommes habitués à voir au Bénin. Très bien. En fait. Donc, il faut très vite fermer cette page et puis se revoir en frères. Moi, j'ai coutume de dire que c'est à dessein que les pères de l'indépendance de notre pays, lorsqu'ils devraient choisir la devise de notre pays, ont commencé par le mot fraternité. En fait, les Béninois du nord au sud, nous sommes des frères. Il peut arriver que dans la même famille, eh bien, des frères ne s'entendent pas. Oui, c'est possible, ça arrive. Ça participe même de l'ordre naturel des choses. C'est cela. Si de temps à autre, il n'y a pas de petits conflits, on ne saurait respecter, disons, la place de chacun. Cela étant dit, les conflits doivent être très vite, très tôt circonscrits pour ne pas prendre des proportions qu'on ne saurait maîtriser par la suite. Alors, je me réjouis que les choses se sont passées courant fin avril, mai, début mai, mais que très tôt, le chef de l'État en premier a pris à bras le corps cette question, disons, qui pourrait engendrer à ne pas y prendre garde, qui pourrait engendrer l'instabilité du pays. Donc la question a été très vite cernée et puis les forces politiques ont été conviées. L'Assemblée nationale a joué sa partition, la Cour constitutionnelle, le chef de l'État également. Nous félicitons tous ceux-là qui ont eu une haute conscience de la responsabilité qui est la leur dans ce genre d'incidents. Voilà. Oui, très rapidement, puisqu'on aura le temps de décortiquer toutes ces questions, mais l'arrivée du président Boni Yayi avec une délégation de la CEDEAO, qu'est-ce que cela implique véritablement? Est-ce qu'on n'a pas confiance? Qu'est-ce que cela implique? Qu'il soit accompagné d'une délégation de la CEDEAO. Bon, je préfère laisser cette question à l'appréciation du président Boni Yayi. Pourquoi il a cru devoir se faire accompagner d'une délégation de la CEDEAO. Je ne saurais répondre avec précision, n'étant pas... D'accord, nous aurons le temps en tout cas de décortiquer tout ça. Je reviens à M. Sewanonde, innocent, membre de l'UP. Votre appréciation, le président Boni Yayi est enfin rentré au pays en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur de la vie politique. Quelle appréciation faites-vous de cette rentrée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En réalité, mon appréciation est très simple. Il s'agit d'une consolidation de la paix que nous avons au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des dernières élections législatives, il y a eu entre griffes des pics de crise mineures, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, dès cet instant, nous devons, entre frères béninois, reconnaître qu'il y a un problème et de façon fraternelle, ça doit être géré. C'est ce qui a donné naissance plus tard au dialogue politique dont nous avons assisté. Très bien. Et plus tard, au cours de ces dialogues politiques, on a eu des décisions majeures qui ont été prises au nom de la paix. D'où la proposition de cette loi d'amnistier tous ces acteurs qui étaient impliqués d'une façon ou d'une autre dans ces crises au cours des législatives passées. Donc, on a vu que toute la classe politique s'y est mise réellement, y compris les institutions de la République,
Ce qui a conduit plus tard à cette loi que nous avons, qui a été promulguée, au-delà de ça, à l'arrivée au Bénin, au bercail du président Boni Yayi. Tout ça n'est rien d'autre que des actes qui consolident la paix et la cohésion nationale. Très bien. Merci à vous, M. Sewande. Nous aurons le temps de revenir sur toutes ces questions, je l'ai dit tantôt. Nous allons revenir au plat du jour, le parrainage aux élections, défis, enjeux et défis. Monsieur Eugène Dossoumo, vous avez suivi, c'était le 14 novembre dernier, l'Assemblée nationale donc, a voté un nouveau code carrément, ce code qui a été promulgué, je l'ai dit tantôt, par la Cour, qui a été déclaré constitutionnel par la Cour, et le président de la République aussitôt a promulgué ce code. Alors, en tant qu'acteur politique, un doyen de la politique béninoise aussi, quelle lecture faites-vous de ce nouveau code? Merci beaucoup. Je voudrais, avant d'aller à votre question proprement dite, faire observer que le mois de novembre dans l'histoire politique du Bénin est quand même un mois béni. Et si j'avais des suggestions à faire, je dirais qu'il nous faut entreprendre des choses d'enjeu national les mois de novembre. Et pourquoi vous le dites? Ben, vous connaissez l'histoire des Trois Glorieuses de la Révolution ici, le 30 novembre. Très bien. Et puis, bon, récemment, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, cette nuit-là, où la communauté chrétienne attend les saints, devrait célébrer tous les saints. Et je me dis, moi en tant que chrétien, que ce jour-là, c'est tous les saints qui sont descendus sur le Bénin pour apprécier, disons, cet acte majeur de la vie politique nationale qui était en train de se poser dans la ville capitale. Très bien. Figurez-vous, au cours du vote des lois, surtout de la révision de la Constitution, il y a un climatiseur qui a pété. Cet incident aurait pu dissuader nos députés à revenir en salle. Bien sûr. Mais leur sens élevé de responsabilité, leur appréciation de l'enjeu qui était en cours, ont fait que nos représentants à l'Assemblée nationale se sont dit, mais qu'à cela ne tienne, grâce au saint, je fais une lecture spirituelle qui était avec nous ce jour-là. Très vite, cet incident de climatiseur a été maîtrisé et nos représentants à l'Assemblée nationale ont repris place. Et puis, le travail a continué. Le travail a continué. Un travail formidable apprécié. C'est un sens élevé qui paraît, un sens élevé de responsabilité, qui paraît passer inaperçu, qui paraît un peu anodin, qu'on ne relève pas suffisamment. Et d'aucuns ont fait de dire c'est la fête des morts. Non, et il faut placer les choses dans leur contexte. Le jour où on votait les lois, c'était la fête des saints. C'est le lendemain qu'il y a la fête des morts. Et moi, ma lecture, c'était que Dieu était avec nous, comme nous avons coutume de le dire. Et, cela étant, quelle appréciation je fais de cette révision? Et écoutez, lorsque on m'a dit qu'on est parvenu à effectivement réviser la Constitution du Bénin, la loi 90-032, je dis ouf, enfin. Ouf, enfin. Et c'est le cas de le dire. Qui vous souviennent déjà que lorsque le président Kérékou, 96-2006, a fait une lecture intelligente de cette Constitution, il sait que la Constitution contenait beaucoup de failles qui ne pouvaient pas conduire le pays vers les perspectives qu'on souhaitait. Donc, il a commencé par en parler.
C'est vrai, un homme stratège, vous comprenez. Lui, il a dit, si vous êtes prêts, je suis prêt. Lorsqu'il a lancé la balle, oui, et les débats s'en sont suivis, il a certainement pris le pouls des choses, il a reculé. Son successeur, le président Yahi Boni, lui, il a tenté, souvenez-vous, par 2 fois. En 88-89, avec le secrétaire général Victor Tokpanou, qui a été le rapporteur d'ailleurs du dialogue politique national et que je salue ici. En 2008-2009, plusieurs commissions ont travaillé. La commission Maurice Ahando-Glelin a travaillé sur le projet de constitution, le premier projet de constitution, de révision de constitution introduit par le président Yahi Boni. Par la suite, d'aucuns ont trouvé que ça entre dans l'ordre des révisions opportunistes. Le président Yahi a retiré. Mais en 2013, votre humble serviteur a été celui qui a porté le projet de 2013 à l'Assemblée nationale pour remettre ça entre les mains du président Mathurin Ago. Dans ce temps, vous étiez le secrétaire général du gouvernement. J'étais alors secrétaire général du gouvernement. Et quand le gouvernement a fini de délibérer sur les principaux points devant faire objet de révision, eh bien, c'est au secrétaire général du gouvernement d'aller remettre, disons, le courrier du chef de l'État au président de l'Assemblée nationale. Ce que j'avais fait. Dans le projet de 2013 déjà, il est déjà demandé que soient sauvegardées les options fondamentales de la conférence nationale. À savoir, je ne vais pas tout citer, la laïcité de l'État, le caractère républicain de notre du Bénin. Ensuite, il y a 2 gros points qui focalisaient l'attention de tout le monde. La limitation d'âge pour entrer dans les fonctions de la présidence de la République, et puis aussi la limitation de mandat. Alors, quand on fait tout ce point, et aujourd'hui, on prend les principaux points ayant fait l'objet de révision, moi je me rends compte, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction, que les députés de la 8e législature ont respecté les options fondamentales de la conférence nationale. Les quelques options que je viens de citer. Parce que la question du 3e mandat est un souci permanent pour la classe politique béninoise, mais également pour tous les citoyens béninois. C'est ça qui faisait que la plupart d'entre nous, nous étions très, très attachés à cette belle dame, mais qui a fini par prendre de l'âge, qui a eu 29 ans, disons, il était dans la trentaine. Mais pour qu'elle continue d'être cette belle dame que nous chérissons tous, il faut que de temps à autre, elle mette des atours nouvelles, qu'elle se pare d'atours nouvelles, n'est-ce pas? Et qu'elle se représente sous de beaux jours et que nous continuons de l'admirer. C'est notre constitution. Je voudrais ici saluer toute la classe politique béninoise qui a pris part au dialogue politique. Je voudrais saluer les députés qui se sont saisis, disons, des recommandations de ce dialogue et qui ont traduit ça, disons, en proposition de loi, et ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est, disons, à leur honneur. L'histoire retiendra que c'est cette 8e législature qui a réussi cet exploit-là.
je l'ai intégré. Et je voudrais finir en remerciant et en félicitant le chef de l'État qui a été celui qui a impulsé tout ça. C'est lui qui a impulsé tout ça. Je souhaite que la nation le lui reconnaisse aujourd'hui ou plus tard. Cela lui sera reconnu, ça, j'en suis convaincu. Convaincu, à coup sûr. Alors, M. Sewandé, quelle appréciation faites-vous de votre côté? Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous avez la même vision que ce qui est dit par M. Dosunmu, votre vision personnelle par rapport à ce code? Merci beaucoup. J'épouse parfaitement ce que mon collègue du bloc républicain vient de dire. Mais au-delà de ça, vous savez, au niveau de ce code qui est voté, il y a aussi une justice sociale qui a été appliquée. Nous aurons le temps de rentrer plus en détail dans ça parce qu'on parlera des enjeux et des défis de ce code. Votre appréciation sommaire, très rapidement. Bon, de façon sommaire, comme je le disais, nous devons remercier d'abord les députés et aussi le chef de l'État. Ils ont compris l'enjeu, la Constitution, elle a ses limites et l'instant était vraiment venu d'effectuer cette révision-là. Et les éléments fondamentaux qui étaient dedans, mon collègue l'a dit tout à l'heure, ça concerne la limitation d'âge et aussi la limitation de mandat. Tout compte fait, ces deux éléments ont été sauvegardés. Mais le aussi, président a été très, très clair là-dessus, pointu là-dessus. Oui. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Ces deux éléments ont été sauvegardés et nous ne pouvons que remercier toute la classe politique qui ont contribué à divers niveaux à ce résultat. Mais selon vous, est-ce que ce code électoral ainsi voté qu'est-ce que cela apportera de nouveau dans l'arène politique pour que tout le monde se sente à l'aise au même pied d'égalité parti sous de bons auspices? Si vous permettez, à ce niveau, nous pouvons aller en même temps sur les enjeux. Oui, pourquoi pas, puisque nous y sommes. D'accord, merci beaucoup. En réalité, vous savez, à travers ce code, il y a un problème qui a été résolu. Lequel, selon vous? Je prends par exemple l'effectif pléthorique au niveau des candidats pour l'élection présidentielle au Bénin. Il était une fois, j'avais suivi à la RFI, un journaliste qui disait le Bénin, un pays où tout le monde veut être président. 27 candidats en ce temps-là. Mais vous voyez à travers ces codes qui ont été votés, cette nouvelle constitution et ces dispositifs, tout est clair que nous n'aurons plus un effectif pléthorique pour aller à l'élection présidentielle. Ce n'est plus, excusez-moi l'expression, c'est entre griffes, du business politique, où les gens venaient et se déclaraient purement candidats pour se faire voir, et plus tard, ça profitait à leurs affaires. Ce n'est plus ça. Maintenant, l'enjeu est vraiment national et ça permet aussi à la population de faire un choix, de porter son choix vraiment sur le candidat idéal et d'éviter la distraction. Au-delà de ça, nous allons l'aborder plus tard si vous permettez. C'est aussi un défi pour les partis politiques. Je vous remercie, je vais m'en arrêter là d'abord. Monsieur Eugène Dosunmu, le parrainage est là, il faut forcément, ça a été clair et dans le code électoral, le nouveau code électoral, et il faut parrainer les candidats, c'est-à-dire au moins à 10%. Et 10%, ce qui veut dire 16 ou maire député. Alors, comment cela serait possible et quel enjeu cela présente? Quel est l'intérêt, l'avantage de ce dispositif prévu dans le code? L'enjeu tout de suite, c'est le renforcement du système partisan. Vous comprenez que nous sommes dans cette dynamique-là depuis quelque temps. Bien sûr. Avec le vote de la charte des partis. Et puis, cette charte aussi a été modifiée avant qu'on aille au code électoral. Le code, tout cela, y compris la révision de la Constitution, participe de la même chose, du renforcement du système partisan dans notre pays. Mais de quoi il s'agit? Jusqu'alors, ce pays
comptait plus de 250 000, excusez-moi, Plus de pas 1000, 250 plus de 250 partis, autant pour moi, plus de 250 partis. Oui. Mais lorsque la charte des partis a été votée, vous avez vu, aujourd'hui, c'est la réduction drastique, n'est-ce pas? Mais drastique, mais positive du nombre de partis pour animer la vie politique nationale. Aujourd'hui, si on dit 10% pour le parrainage, cela veut dire quoi? Que nous sommes en train de tendre vers au maximum 10 partis. Donc 10 candidatures. 10 candidatures. C'est-à-dire lorsque c'est le président de la République, il peut se faire supporter au plus par 10 partis politiques. Il peut se faire parrainer par au plus 10 partis politiques qui vont animer la vie politique nationale. Cela dit, si 10 partis politiques ne peuvent pas, s'ils ne peuvent pas trouver 16 députés et maires dans les 10 partis, ça veut dire que ce n'est pas un candidat voulu par la nation. N'oublions pas que nos députés sont les représentants de la nation. Et que les maires qui sont des autorités locales sont l'expression incarnent l'expression de la démocratie à la base, l'exercice de la démocratie à la base. Alors, si à la représentation nationale, vous n'avez pas pu vous faire coopter et que jusqu'au niveau de base, jusqu'au niveau local, communal, vous ne parvenez toujours pas à réunir 16, vous comprenez que vous n'êtes pas de ceux que la nation désire comme pouvant être celui qui va élire pour présider aux destinées du pays. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'avec le parrainage, nous sommes en train d'éviter la clochardisation de la plus haute fonction de l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez vu jusqu'à tout dernièrement ceux qui se présentaient pour dire qu'eux sont candidats à la haute fonction de chef de l'État dans notre pays. Vous avez vu la nature des gens qui s'étaient présentés à la Sénat pour déposer leur dossier. Sachez. Des gens qui avaient leurs documents dans des sachets pour se présenter à la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle, autant pour moi, pour dire qu'ils veulent être candidats. N'est-ce pas? Si on ne limite pas, c'est des clochards qu'un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais le jour où le diable va entrer dans le marché. Il faut pouvoir canaliser cette affaire. Mais les fonctions du président de la République, c'est quand même des fonctions suffisamment sérieuses pour qu'on ne s'amuse pas avec. Donc voilà, moi je pense que le système de parrainage constitue des balises placées pour encadrer un peu, depuis le départ du processus de l'élection du président de la République, a commencé déjà par les candidatures, on canalise déjà pour que le citoyen béninois, en voyant celui qui, à la fin, a été élu, sache que ce n'est pas n'importe qui. Très bien. Et ça amène à accepter, à voir que la charte sur les partis politiques qui a été votée, en dit long, M. Sewadé, est-ce que ça dit déjà que
les candidats, ou le candidat qui veut le parrainage des maires ou députés doit être forcément très bien connu du milieu politique qui veut le porter au triomphe. Monsieur Souadi. Merci beaucoup. Ça, c'est clair. Parce que si vous observez le code qui a été voté, ce n'est tout juste qu'une continuité des réformes du système partisan. Vous voyez, je vais mieux l'expliquer. En réalité, si vous prenez ces réformes, on mettait plus l'accent sur les partis politiques. Ce n'est plus un homme fort que nous voulons. Donc, si vous êtes un candidat pour la prochaine présidentielle de 2021, par exemple, et vous n'êtes pas en mesure d'être soutenu par un parti politique ou des partis politiques forts et regroupés tout au moins, les 16 exigés, mais quelle représentativité vous voulez donner au plan national alors que nous sommes en train de dire que les partis politiques de quartier, de famille, sont morts? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, ce code qui a été voté n'est rien d'autre qu'une continuité. Et ce qui me fait plaisir au niveau des dialogues sociaux, cela a été dit que ce n'était pas pour remettre en cause les réformes du système partisan, mais que c'est dans une continuité. C'était clairement dit, monsieur le juge. Oui, ce qui veut dire que si vous voulez être candidat, vous devrez forcément aller vers la base, c'est-à-dire le Béninois lambda, excusez-moi le terme, devra vous connaître, vous accepter, savoir que oui, vous avez envie c'est-à-dire de diriger ce pays et qui doit forcément aussi vous accorder son quitus. Le Béninois lambda, à travers ses représentants, voilà, que sont les maires, députés, les maires, n'est-ce pas, à travers les maires au niveau communal et puis au niveau national par les députés. Alors si nous faisons, si on fait le calcul, on dit 10%, ça veut dire combien au moins 16. 16, c'est-à-dire et députés et maires, quelqu'un qui aspire à être candidat aux élections présidentielles doit au moins se prévaloir d'être parrainé, ne serait-ce que par 16, que ce soit député ou maire. On n'a pas dit 16 députés exclusivement, ni 16 maires exclusivement. Députés plus maires, sur l'ensemble du territoire national, vous devrez avoir au moins 16. Au jour d'aujourd'hui, il y a 83 députés. En principe, on devrait... sur 83, même si on se contentait rien que des députés, vous pouvez en avoir 16. Mais aux 83 députés, on a ajouté les 77 maires. Je crois que pour un candidat sérieux, il doit pouvoir trouver quand même 16 représentants de la nation concernant les députés. Et les élus locaux, il doit pouvoir trouver. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir, est-ce que comme ainsi présenté, la loi, les partis de l'opposition ne sont pas bloqués? Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre un frein à leur évolution ou de les bloquer? C'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui selon le dispositif. Monsieur Desmond. Oui, mais moi je pense que sur cette question, il ne faut pas faire une lecture à court terme. Très bien. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se disent la 8e législature est composée de députés issus de deux partis soutenant le chef de l'État. De ce point de vue, se disent, pour que lui trouve les 16, ce n'est pas impossible. Mais ça, pour ma part, c'est une lecture à court terme. Et puis, ce que nous sommes en train de dire, c'est à partir de 2021. Très bien. Pour ce qui concerne le président de la République. D'ici 2021, qu'est-ce qu'on sait?
qui peut se passer? On n'en sait rien. Je ne préfigure je ne prévisage de rien. Mais je me dis, nous sommes dans un contexte en perpétuelle mutation. La vie est dynamique. Alors, à partir de cet instant, moi, je pense que, comme une expérience, il nous faut la faire pour tirer les conclusions. A priori, sans avoir expérimenté cette réforme-là, il est trop tôt de préjuger de ceci ou de cela. En fait, moi, je pense que nos députés ont légiféré pour l'avenir. Ont légiféré pour l'avenir. C'est pour cela que je suis d'accord avec eux qu'il ne faut pas focaliser les débats sur des personnes. Oui. Sur des personnes. Oui, est-ce que ce n'est pas la personne de Patrice Talon qui est en train de vouloir écarter tel ou tel parti? Non, je ne crois pas. Ce que la loi exige, que ce soit du candidat probable, candidat éventuel Patrice Talon, ou d'autres candidats, c'est d'avoir 16 parrains, maires et députés. Mais si Patrice Talon finit d'avoir ses 16 parrains, les autres, 16 moins ce qu'on a dit, 83 plus 77, là. Si on note 16 de ça, il y a encore... Il y a plusieurs... il y a encore... Plusieurs 16 à rechercher. Plusieurs 16 qui sont encore disponibles et que les autres candidats peuvent avoir. Moi, je pense que tout dépendra de la capacité de négociation de chaque candidat. De chaque candidat. Donc, le jeu est ouvert, à mon sens. Le jeu est ouvert, contrairement à ce que... à ces analyses. À ces analyses. Partagez-vous l'analyse de M. Dossoumou, M. Je partage parfaitement. Parce qu'il y en a qui se disent, attention, est-ce que avec les réalités d'aujourd'hui, est-ce que ce serait facile à ce membre de l'opposition, à ceux de l'opposition, d'avoir facilement l'essai? C'est une question qui se pose, à laquelle nous devons quand même apporter des éclaircissements. M. Sewane, puisque vous avez la chance Je partage pleinement ces analyses. Et au-delà de ça, j'aimerais nuancer aussi à un niveau donné. Oui. Nous sommes en train de parler de 2021, alors que nous savons tous que la politique est dynamique, elle n'est pas statique, elle n'est pas sur place. Et dès l'année prochaine déjà, il y a par exemple les élections municipales, communales qui sont déjà là. Vous voyez? Et si j'ai bonne mémoire, les partis politiques de l'opposition aussi ont reçu leur certificat de conformité. Pour participer. À ces élections. Donc, où se trouve l'exclusion ou bien cette difficulté qu'on est en train de leur poser? Non. Et nous avons encore un code qui est issu des propositions des dialogues politiques. Donc, il y a déjà un genre de consensus national qui est déjà trouvé au niveau de la classe politique. Et ce que je dis, et je continue de le dire, bientôt il y a l'élection communale qui est là. Et là, l'opposition, qui se sentait entre-temps exclue pour les législatives passées, a aussi de quoi mouiller le maillot et gagner. Et si elle gagnait des mairies en ce moment-là, vous ne voyez pas que c'est d'autres analyses qui se dessinent pour 2021 déjà? Bien sûr. C'est ça, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Ok. Monsieur Dossoumou, vous savez, l'autre question qui trottine dans la tête des Béninois, 16, ça dit un candidat ne doit pas venir de nulle part pour vouloir briguer la magistrature suprême, comme on a l'habitude de le voir. Aujourd'hui, il faut qu'il soit forcément du parti politique. Est-ce que ne pensez-vous pas que quelqu'un qui peut-être un parti politique pourrait arriver, ou bien, arriver à choisir un candidat qui n'est forcément pas de son parti à l'origine. C'est-à-dire un candidat neutre qu'un parti politique pourrait choisir de soutenir, de porter
au flambeau. Dans ce cas-là, le candidat en question saura qu'il a reçu le portage du parti politique. Or, ce qui s'est passé à ce jour, Oui. disons, pour compter du renouveau démocratique depuis 1990 à nos jours, c'est que les candidats aux élections, que ce soit aux élections présidentielles ou aux autres élections, n'ont pas forcément besoin d'avoir le portage d'un parti politique. Il suffit qu'ils sortent de n'importe où, association, société civile, association de développement, ou même pas du tout. Mais qu'il arrive à réaliser, je ne sais pas, quelques petites œuvres au sein de sa communauté, eh bien, il est porté en triomphe. Cela veut dire quoi? Nous avons cultivé un culte de l'argent. Seuls ceux qui ont l'argent ont pu émerger de cette façon. Ou quelle est la place alors qu'on donne aux idéaux, aux idées nobles pour faire le développement du pays? Alors, de telle sorte que la plupart de nos instances ont été occupées par des gens qui peuvent justifier d'un certain nombre de moyens financiers ou matériels. Pendant que ceux qui ont de belles idées, ils ne sont pas là. Ce qui va se passer désormais, lorsque vous n'avez pas un background politique, c'est-à-dire vous n'avez pas été formé politiquement dans un parti, votre émergence sera difficile. Très bien. Votre émergence sera difficile. C'est pour cela que je dis que toutes ces lois qui sont votées sont des lois qui portent en fait la réforme et renforcent la réforme du système partisan. Voilà. Alors, et ça m'amène aussi à poser cette question parce que vous savez, est-ce que quelque part le code électoral ne donne pas plus de crédibilité, de poids aux maires parce que nous sommes au Bénin? Et là, vous l'avez évoqué, la question de l'argent. Est-ce qu'il ne peut pas arriver que des maires, M. Sewande, M. Dossoumo, que des maires marchandent leur parrainage vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre, c'est-à-dire le poids de l'argent? Est-ce que, à nouveau, vu, c'est-à-dire dès que ce sera mis en pratique, est-ce que l'argent ne va pas peser? Et là, puisque le maire ou le délégué aura parrainé, est-ce que l'argent ne va pas encore parler de lui? Est-ce que l'argent ne va pas circuler abondamment? Oh, c'est une probabilité qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas rejeter d'un revers de main. La chose est possible. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, un maire ne peut pas se lever de lui-même. Puisque le maire même évolue au sein d'un parti politique. Forcément. C'est le choix du parti politique qui va s'imposer au maire. Je dis, je ne rejette pas ce que vous dites. Je ne balaie pas d'un revers de main ce que vous dites. Mais la probabilité sera faible parce que le maire aussi est issu d'un parti politique. Sauf s'il fait preuve d'une indiscipline au sein de son parti politique, mais il n'ira pas loin. Très bien. Il n'ira pas loin. Il va s'isoler, en fait. Un tel maire va s'isoler. Il ne peut pas aller prendre de l'argent en cachette pour s'imposer à son parti. Si le parti dit, moi, je soutiens la candidature de telle personne, le maire, je ne vois pas de quelle façon il va se détacher de son parti politique et seul. D'abord, ça ne profite même pas aux candidats. Nous avons vu par le passé certains maires conseillers qui ont été séquestrés, enfermés, et à qui on a imposé leur signature. Voilà, de mauvaises choses, justement, qu'avait engendré l'ancien système.
C'est pourquoi il s'est avéré impérieux de regarder le système partisan De près. tel que cela se passait et d'introduire des réformes. Les réformes courageuses qui ont été introduites et qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un arsenal juridique qui renforce la réforme du système partisan. Il nous reste de mettre ça en pratique et voir est-ce qu'il y a une cohérence entre, disons, tout cet arsenal juridique et la pratique sur le terrain. Alors, tout de suite, on ne peut pas occulter le fait qu'il peut y avoir des dérives du genre de ce que vous dites. Mais progressivement aussi, on va corriger. On va corriger. Si un maire ou un député veut se faire plus malin et dire que lui va se soustraire du groupe de son parti, c'est un risque qu'il va prendre. Le risque de se faire griller, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire, c'est le risque de s'isoler et d'être perçu désormais comme un indiscipliné au sein de sa formation politique et sera traité comme tel. Voilà, et ça pose directement le problème de discipline de parti, puisque désormais, plus question d'aller prendre de l'argent ou de se voir proposer de gros sous pour parrainer un candidat, M. Sewande. Il va falloir respecter forcément, comme l'a dit M. Dossoumo, la discipline du parti qui demande qu'on soutienne tel ou tel candidat, M. Sewande. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça ne peut être qu'ainsi. On n'a pas le choix. Et au regard des réformes, en réalité, il y a un aspect de la chose que j'aimerais souligner. Oui, allez-y. C'est que on a dit, il faut obtenir, la loi est claire, 10% au niveau de l'hémicycle et aussi au niveau des mairies, des maires. Donc, on a déjà mis l'accent sur la base. Et vous avez vos caches super puissants. Vous estimez qu'avec l'argent là, vous allez acheter un maire, sa signature, et ça va refléter l'électorat de ce maire-là automatiquement à la base. Il y a déjà un problème. Et c'est plus que de la suicide politique à la base déjà pour ce maire-là. Donc, l'objectif des réformes, c'est d'avoir un parti politique fort et des hommes faibles. En réalité, c'est ça politiquement. Donc, si votre parti politique ne vous désigne pas, ne vous accorde pas sa confiance, vous avez déjà des problèmes même au niveau de votre base. Et au-delà de ça, il y a un autre aspect de la chose. Dans les réformes, dans les réformes, plus loin, il se pourrait qu'il y ait des primaires au sein des partis politiques. Oui. Ça, c'est l'organisation des partis. C'est l'organisation des partis politiques pour les rendre plus forts. Et quand c'est comme ça, vous êtes sûr que l'aspect de l'argent, du cash là, peut intervenir ou au fin fond du Bénin même, il faut déjà effectuer des primaires à la base. Ça devient plus compliqué. Si avant, la porte était ouverte et c'est facile, actuellement, ce n'est plus possible comme avant. Et ce n'est que des essais. Une fois que nous allons appliquer ce nouveau code, il y a des imperfections. Le génie béninois va faire. Ensemble, la classe politique peut encore se retrouver et corriger. Alors, puisque dernière question, puisque nous tendons vers la fin de l'émission, et quel serait désormais donc le travail des partis politiques sur le terrain parce que tout part de la base, quelle serait désormais leur responsabilité, M. Sewande, pour qu'on n'en arrive pas là et pour que le travail qui a été fait soit parfait. C'est vrai qu'aucune humaine n'est parfaite, mais que ce soit apprécié de tous et que d'éventuelles corrections surviennent après. Merci beaucoup. Leur responsabilité, c'est d'abord de jouer leur rôle. L'outil politique qu'on leur a donné à travers ce code, ils doivent se l'approprier et l'utiliser sur le terrain. Si
Ils ne font pas ça, par exemple. Et comme dans l'ancien système, ils vont s'attendre à un homme tout-puissant qui va leur donner de l'argent pour poser les actes politiques sur le terrain, animer la vie politique de leur parti à la base. Mais ça ne marchera pas. Malgré eux, les outils qu'on leur a remis seront là. Mais ça risque de devenir inefficace. C'est plus une responsabilité qui est à la charge des partis politiques aujourd'hui. Et tant qu'ils ne vont pas comprendre ça, ça ne marchera pas. Donc il faut conscientiser aussi la classe politique à ce niveau. Je vous remercie. Oui, mais, M. Jean Dossoumou, un travail de fond est désormais c'est-à-dire demander aux partis politiques qui animeront désormais la vie politique, puisqu'on aura le temps d'en parler. Il y a le financement politique, le financement public. L'État apporte mais désormais son soutien, mais dans des dispositions bien prévues. Alors aujourd'hui, le parrainage, le défi est là. Et quel est désormais le rôle des partis politiques pour que la base, que ces partis politiques soient véritablement ancrés à la base sur l'échiquier national? Merci beaucoup. Je crois que la responsabilité des partis politiques s'est trouvée renforcée et est devenue plus grande. Responsabilité devenue plus grande, d'abord à l'interne, d'accord, et puis dans un second temps, vis-à-vis de l'État béninois. Vous l'avez dit très rapidement. Et désormais, c'est l'État béninois qui va financer les activités des partis politiques. Je disais à l'interne. À l'interne, les partis politiques devront désormais renforcer la discipline à l'intérieur de chaque parti politique. En quoi faisant? Disons en disciplinant leurs militants et leurs élus. Jusqu'à une date récente, comme il y a une multitude de partis politiques, chacun tirait le drap de son côté. Et parfois, des élus ne se croient plus redevables même de leur base. Aujourd'hui, avec le système partisan qu'on est en train de mettre en place, vous ne pouvez même pas devenir ministre sans l'aval de votre parti politique. Or, il s'est trouvé par le passé des gens qui ont fini de travailler et pour des raisons qu'on ne maîtrise pas toujours, c'est quelqu'un de la localité qu'on n'a jamais vu sur le terrain qui devient ministre. Ajouté au fait que l'argent pouvait déterminer, disons, l'élection d'un député, c'était, est-ce que je vais dire, comme les militaires disaient, du bordel. Mais il faut mettre de l'ordre dans ce bordel. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. À l'extérieur, il y a l'image du parti aussi qui a à sauvegarder. Si on sait que dans votre parti, c'est toujours l'ancien système qui continue d'avoir cours, d'avoir pignon sur rue, eh bien, vous ne pouvez pas imposer aux gens d'avoir forcément une bonne opinion de votre parti politique. Donc, il y a l'image aussi du parti politique à défendre vis-à-vis de l'opinion. Et donc, cela dit, pour répondre très rapidement à votre question, je dis, désormais, la responsabilité des partis politiques est grande. Et ce sont les partis politiques. Si vous ne pouvez pas justifier de votre appartenance à un parti politique, cela veut dire que vous êtes exclu du jeu politique. Très bien. Vous ne pouvez plus animer la vie politique. Il ne s'agit pas de dire je suis organisation de la société civile, donc j'anime la vie politique. Si vous êtes
Vous voulez animer la vie politique, mettez-vous dans un parti politique. Vous voyez que désormais, de gens comme les choses se clarifient, là, les rôles se clarifient. Où la société civile joue désormais si vous êtes religieux, parce qu'on a connu aussi l'implication très, très notoire des confessions religieuses. Si vous êtes religieux et que vous entrez dans le gouvernement, vous savez que vous vous débarrassez de votre manteau de religieux, hein? Et vous êtes dans un parti politique. Vous jouez le jeu politique. Très bien. Voilà. Merci à vous, Monsieur Jeune Dossoumo, Monsieur Innocent Serwanoundé. Je rappelle que Monsieur Innocent Serwanoundé est membre de l'Union progressiste. Merci de répondre à notre invitation sur Mercredi politique. Monsieur Jeune Dossoumo, membre fondateur du bloc républicain, secrétaire administratif permanent de ce bloc. Donc, c'est avec vous que nous avons tenu cette soirée sur ETélé, Mercredi politique, de laquelle nous avons parlé du parrainage aux élections, enjeux et défis. Merci de nous avoir suivis sur Mercredi politique. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Prenez toujours du plaisir à nous suivre sur ETélé, la télé de l'excellence.